say into your early life, romance came and it came. Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan culturel du mois de décembre. Avant toute chose, je vous souhaite une bonne année. J'espère qu'elle sera fructueuse, que vous réussirez à vous remplir d'art et de culture tout au long de cette année 2020. Qu'elle sera encore plus florissante que l'année 2019. Le mois de décembre, ça a été le mois des vlogmas sur YouTube. Donc du coup je vais parler de quelques créateurs, créatrices majoritairement. J'ai suivi les vlogmas de Natasha Bird, ça m'étonnerait que vous ne la connaissiez pas. C'est vraiment une artiste. Elle a proposé 17 vidéos, quelque chose comme ça, avec des thèmes différents. C'était pas des vlogs à proprement parler, mais c'était voilà, des vidéos qui pouvaient faire entre 1 jusqu'à 20 minutes je crois. C'était très varié, j'ai beaucoup aimé suivre ça, c'est vraiment de la poésie du quotidien. Cette femme c'est une esthète, une douceur, un calme. Elle a l'art de trouver la beauté partout et de la créer. Je vous conseille d'aller regarder ses vidéos. C'est pas des vlogs, on peut piocher de temps en temps et c'est vraiment un plaisir pour les yeux, pour l'âme en fait, tout simplement. Après j'ai suivi les vlogs de Galatée qui parlait beaucoup de littérature, qui parlait de ses études. Je pense que vous la connaissez aussi. Ceux de Nabolita qui étaient plus des vlogs de lecture et ceux de Il était une fois personnage qui étaient relativement longs, qui faisaient une quarantaine de minutes mais je me posais en mangeant ou quoi. Et voilà, c'était très plaisant, toujours autour de la littérature, de l'art en règle générale. Donc si vous ne connaissez pas ces chaînes, je vous incite à aller les regarder. Ensuite j'ai découvert deux autres chaînes, pas pour des vlogmas mais juste comme ça. Celle de Oh là là Chic qui a été partagée par Nabolita et Clara CLR. Je crois que ça a été aussi partagé par Nabolita, qui sont elles aussi des chaînes de littérature qui parlent majoritairement de classiques, d'expériences de lecture à proprement parler. D'ailleurs, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est peut-être le 9 janvier et Olala Chic a sorti une vidéo il y a 2-3 jours sur la notion de séparation d'auteur et d'œuvre que j'ai trouvé relativement intéressante, notamment parce qu'elle y aborde des questions de droit, notamment la question de l'œuvre au niveau juridique. Vous la mettrez en barre d'infos, je pense. Et j'ai découvert deux comptes Instagram que j'ai beaucoup aimés, donc Théo qui est allemande, qui partage notamment beaucoup de son intérieur. C'est très esthétique, très apaisant. Également, le compte de Théo Grosjean, qui est illustrateur et qui réalise des cases, des espèces de petites histoires par jour sur une situation d'homme angoissé entre guillemets. On arrive bien à se reconnaître. Ensuite, j'ai écouté un podcast qui s'appelle Bonjour Digression, qui est tout nouveau, il n'y a que 2 épisodes actuellement. Celui avec Chloé, le premier, qui revient sur son parcours dans la photographie, dans tout ce qui est la communication visuelle, ses influences, notamment au niveau du voyage, et c'est très inspirant, ça donne envie de créer, de s'y mettre soi-même, de réfléchir sur le monde qui nous entoure en règle générale, parce qu'elle revient sur un voyage humanitaire qu'elle a réalisé avec son lycée à l'époque. Je vais parler de 2 séries qu'on peut retrouver sur YouTube. La première, c'est celle de l'Iliade sur la chaîne d'Arte, qui a été plus ou moins une animation qui a repris tout l'Iliade et l'a retranscrit. Je saurais pas dire si c'est l'animation ou en dessin animé, mais j'ai trouvé ça très très bien fait. Moi qui connais pas très bien l'Iliade, autant l'Odyssée on connaît plus ou moins. Et l'Iliade vraiment je suis mais... ça m'a permis de découvrir cette histoire qui est quand même relativement illustre, sans en savoir quelque chose à la base, de façon relativement éducative. Et ensuite, je vais parler d'une série documentaire en 4 épisodes qui est sortie il y a quand même quelques mois, voire plus d'1 an, qui s'appelle Meuf. Et ça revient sur des parcours de vie de femmes de 90 à peut-être 12 ans, quelque chose comme ça, et sur comment est vue la femme, comment a été vue la femme, comment on vit en tant que femme dans la société. Je vous incite à aller regarder ça parce que il y a un regard qui est donné, qui est de la part de générations qui sont différentes et qui arrivent au même consensus. Je vais vous parler
d'un film qui est Les Misérables que j'ai vu fin décembre. C'est le seul film que j'ai pu voir au cinéma en revenant en France. Donc c'est réalisé par Lajli, qui est un réalisateur qui a grandi en banlieue. On a beaucoup entendu parler des Misérables ces derniers temps. J'avais très envie de le voir et j'avais aussi un peu peur quant au sujet traité, mais j'en avais eu que des bons échos. On revient du coup sur les confrontations entre la BAC et les jeunesses de quartier, les populations de quartier. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que le sujet était traité de quelqu'un qui était au cœur de ce phénomène, qui avait vécu avec ça, qui avait grandi avec ça. C'était pas traité par un réalisateur du 16e qui vient dans les pauvres quartiers et qui dit « Ah mon Dieu, c'est pas croyable ce qui se passe ». Oui, ça a été diffusé à Cannes, et oui, ça a été vu par des gens qui ont eu cette réaction-là. Mais je trouve ça hyper important que des réalisateurs qui soient pas dans le milieu du cinéma à la base puissent montrer leur travail et exprimer leur point de vue et leur réalité à eux dans des milieux qui sont ceux-là. Parce que Les Misérables, au-delà de montrer les banlieues, il donne raison à aucun des deux partis. Il dit ok, on en est là, va falloir faire quelque chose parce que c'est vraiment la merde. C'est violent psychologiquement. Je savais que ça allait être violent physiquement, mais psychologiquement et à ce point, je pensais pas. Je pensais qu'il y allait quand même y avoir des moments de repos où le spectateur allait pouvoir souffler un coup. Et c'est pas du tout le cas. Il y a jamais un moment où le spectateur est laissé sur le côté. La violence, on la sent du début à la fin. Je pense qu'il faut être préparé à ça. Je sais pas s'il passe encore à l'heure où je vais publier cette vidéo, mais si vous avez l'occasion de le voir, vraiment, c'est un film où, pour moi, si on n'est pas habitué à ce genre d'image, après, il faut qu'on se pose, qu'on prenne le temps de prendre l'air un peu avant de retourner à quelque chose d'aussi fort que cette expérience-là. Et c'est en ça que le film est très bon. Il est pas manichéen. Il montre les choses d'une façon brute et réelle. Bien sûr, il y a une mise en scène, c'est plus ou moins fictif, c'est pas un documentaire, mais il y a un truc qui ressort tellement des réalités actuelles et c'est Indepanda qui en a parlé dans une de ses dernières vidéos, je crois que c'est Top 2019, où il disait justement que c'était la haine à notre heure actuelle et ça prouve bien que les problématiques qui ont été évoquées il y a des années déjà sont toujours là. Et l'autre anecdote qu'il donne, c'est que Macron, après avoir vu ce film-là, s'est quand même dit « Ah ouais, effectivement, c'est un petit peu problématique, il se passe ça en banlieue. » Bon, voilà. Je vais passer à la catégorie livres. J'ai lu 3 livres. 1984 dont j'ai déjà parlé pendant les Vlogmas, mais je vais en reparler rapidement, donc je suis pas sûre qu'il y ait des gens qui connaissent pas trop l'histoire, mais je vais y revenir quand même. On est dans une société dystopique qui est également une critique du stalinisme et on est dans une société de l'image et de la surveillance. Tout est contrôlé, même la pensée, et on suit Winston qui est le personnage principal et qui doit du coup revenir sur tout ce qui a été écrit et remanier tout ce qui a été dit auparavant. Il a quand même une capacité de réflexion. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on pourrait penser que le personnage principal est un pantin de la société qu'il suit à la lettre, mais à un moment, il décide d'écrire lui-même, de réaliser son journal. Il va être puni pour ça. Et on va suivre ça. Et on va suivre la façon dont l'État, dont le gouvernement agit sur la pensée, régit la pensée, arrive à transformer les idées des gens et à les faire ce dont ils ont envie. Et c'est magistralement mené. Orwell, il y a une plume qui est quand même très simple, qui est très claire, très concise, mais tellement à lire en sous-texte, tellement novatrice pour le moment où il l'a écrit, parce qu'il l'a écrit en 1947 ou 48. C'est brillant. C'est brillant parce que c'est toujours aussi pertinent à notre époque. Et j'ai écouté les 4 épisodes de la Compagnie des œuvres maintenant, mais qui étaient avant la Compagnie des auteurs, sur Orwell, et c'est hyper intéressant de voir à quel point cet homme a été engagé et parle de choses hyper intelligentes, hyper intéressantes. Il y a plein de paradoxes dans l'être en lui-même, dans l'artiste, dans ce qu'il a voulu faire, qu'il était tellement nourri en fait de l'histoire qu'il a écrite, et je vous conseille vraiment ce podcast. Après, j'ai lu La honte de Annie Ernaux. Je peux pas dire que j'étais très emballée par cette lecture. Je voulais me tenter à Annie Ernaux. C'était un livre court. On suit la personnage principale qui revient sur son enfance à Rouen, sur les difficultés financières, sociales. Elle revient sur une époque, sur les années 40-60, j'ai peur de dire une bêtise, milieu 20e, dans la précarité qu'elle a pu voir. Ça aurait pu être intéressant. Vraiment, le sujet en lui-même, il est ultra intéressant. Mais le traitement qui est donné, la façon d'écrire, bah ça m'a vidé. Enfin, je trouve pas qu'elle ait une plume qui soit agréable à lire. Je vais me faire peut-être détruire, mais je trouve ça plat, et peut-être que je suis passée à côté du livre, j'en sais absolument rien. Mais clairement, pendant tout le long, et je l'ai dit dans un vlogmas, je lisais et j'étais
là, où est-ce que tu vas en venir? J'ai besoin de plus d'informations, j'ai besoin que tu me donnes une plus-value dans ton histoire, dans ce que tu veux me donner à lire, à vivre, à ressentir avec toi. Le dernier livre que j'ai lu, c'est un recueil de nouvelles de Pushkin. Du coup, j'en ai aussi parlé dans un des vlogmas. Il y avait 4 nouvelles et celle que j'ai réellement retenue, c'est La Dame de Pique, qui est peut-être l'une des plus connues de Pushkin. Je pense que je vais pas m'étendre dessus, mais vraiment, il a une plume qui est absurde, que je trouve extrêmement cocasse. On ferme le livre et on se dit mais il est tellement fort, c'est tellement drôle, c'est tellement un pied de nez au lecteur et au personnage qui a voulu se jouer et être gagnant à chaque fois, et finalement c'est aussi montrer que le fait de jouer sur plusieurs tableaux n'est pas une solution. Pushkin a une plume qui est à la fois drôle, piquante et qui est poétique. C'est ce que j'aime dans la littérature russe et slave en règle générale. Pushkin c'est vraiment le maître dans ça, c'est le précurseur, c'est celui qui a relancé la littérature, c'est le maître à penser de Dostoïevski, de Tolstoï. Je suis désolée pour la luminosité qui n'a fait que baisser pendant toute cette vidéo, mais je ne contrôle pas la météo malheureusement. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurais pu vous donner des ressources intéressantes. Si vous avez des choses à me faire part, vous pouvez m'en parler en commentaire, vous pouvez m'envoyer un DM sur Instagram. Et puis si vous voulez voir plus de choses que je vois, que je consomme, culturellement parlant, vous pouvez vous rendre sur mon Sens Critique. Sur ce, je vous fais des bisous et puis on se retrouve très vite. Ciao!